Bonjour tout le monde. Bien, écoutez, d'abord, je veux vous dire que j'entends beaucoup de commentaires. Je parle à beaucoup de gens de beaucoup de régions, puis de plus en plus de Québécois qui suivent les consignes, de plus en plus de Québécois qui aident leurs voisins, qui aident les personnes qui sont plus vulnérables. Donc, très fier de la réaction des Québécois, mais il ne faut pas arrêter. Il faut continuer à mettre en place toutes les mesures. Oui, on est dans une période difficile, mais après cette période-là, ça va bien aller. Bilan de la journée. Bon, malheureusement, il y a 2 décès de plus. Donc, on est maintenant à 6 décès. Donc, je veux offrir, bien sûr, mes sincères condoléances à la famille, aux proches des victimes. Maintenant, on a aujourd'hui 1339 cas confirmés. Donc, c'est une augmentation de 326. On a 78 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 11. On a 35 personnes aux soins intensifs, c'est une augmentation de 4. On a beaucoup augmenté les tests, les analyses de tests. On a maintenant 26 600 cas négatifs, 3 000 en attente de résultats. Donc, quand vous analysez les chiffres, quand vous tenez compte de la grande augmentation du nombre de tests, ce sont quand même aujourd'hui, je dois le dire, là, des résultats qui sont encourageants. Mais la partie n'est pas gagnée et il faut garder nos bonnes habitudes. Bon, d'abord un mot sur la protection du personnel de la santé. D'abord, je veux rassurer tout le monde, on a tout l'équipement de protection nécessaire. J'avoue qu'on a eu des petites difficultés dans la distribution du matériel aux différents établissements. On est en train de corriger ça. Là. Donc, il n'y a rien qui va être négligé pour protéger notre personnel de la santé. Puis, il n'y a pas de raison parce qu'on a tout l'équipement pour les protéger. Bon, maintenant, je reviens sur les résidences de personnes âgées. On a actuellement au Québec 3 résidences de personnes âgées qui sont infectées. Il y en a une dans la Nodière, une à Montréal, puis une en Estrie. Bon, d'abord, je vais vous dire que dans ces 3 résidences-là, toutes les mesures nécessaires ont été prises. Mais c'est très important, on le dit depuis le début, de tout faire pour qu'on augmente le nombre de résidences de personnes âgées infectées. C'est important parce que même s'il peut arriver, puis on a vu des cas où il peut y avoir des conséquences graves pour des plus jeunes, il reste que les probabilités sont beaucoup plus élevées chez les personnes âgées d'avoir des conséquences graves. Et puis évidemment, bien, quand il y a des résidences de personnes âgées, partout, que ce soit au Canada, aux États-Unis, c'est là qu'il y a le plus, malheureusement, de conséquences graves quand l'infection rentre dans les résidences de personnes âgées. Donc, je répète les consignes. Je sais que c'est dur, mais pas de visite dans les résidences de personnes âgées. Les sorties des résidents doivent être faites sous supervision. Là, j'ai un message, entre autres, pour tous les propriétaires de résidences de personnes âgées, publiques, privées. C'est important, d'abord, de bien s'assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour que le personnel soit en sécurité puis qui garde les résidents en sécurité. Puis toutes les mesures, quand on reçoit la nourriture aussi, doivent être prises au cas où la nourriture serait infectée. Donc, très, très important de bien s'occuper des résidences de personnes âgées. Bon, l'autre phénomène qui continue de se poursuivre puis qui va se poursuivre dans les prochains jours, c'est toute l'arrivée des snowbirds, là, ceux qui vont passer l'hiver en Floride ou dans les destinations soleil. Très important, vous devez vous isoler pour 2 semaines. Très, très important, là, vous êtes à risque, donc vous restez à la maison pour 2 semaines, tous ceux qui reviennent de la Floride ou d'autres endroits comme ça. Maintenant, un mot pour les gens qui sont inquiets financièrement. Évidemment, là, les gouvernements
notre rôle premier dans la crise actuelle, c'est de s'assurer que tout le monde a assez d'argent pour manger, pour se loger. Donc, évidemment, il y a le loyer qui s'en vient le 1er avril. Puis les chèques devraient arriver à compter du 6 avril, les chèques du gouvernement fédéral. Donc, moi, je veux faire un appel aujourd'hui à tous les propriétaires d'être compréhensifs, d'être capables d'attendre quelques jours avant de recevoir le loyer du 1er avril. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont capables de le payer ne doivent pas le payer, là, parce qu'il y a des propriétaires qui comptent là-dessus aussi pour avoir des revenus. Mais soyons compréhensifs. Les chèques, les premiers chèques du gouvernement fédéral vont arriver à partir du 6 avril. Puis là, il y a le loyer à payer le 1er avril. Maintenant, aussi, dans chaque région, il y a des banques alimentaires. On a annoncé une bonification du financement des banques alimentaires. C'est important, les gens, tout en faisant attention de se protéger, là, les bénévoles qui vont travailler dans les banques alimentaires, suivez les consignes, mais je veux vous dire un immense merci. On va avoir besoin de vous autres au cours des prochains jours parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui n'auront pas les sous pour être capables d'acheter la nourriture. Puis ça, là, on a tous une responsabilité d'aider. Donc, merci à ceux qui aident dans les banques alimentaires un peu partout au Québec. Un mot aussi sur les sans-abri. On est en train, là, ça devrait être dans les prochaines heures, de trouver des places pour être certain que nos sans-abri ne soient pas dans des salles communes à risque, là, donc toutes sortes d'alternatives là, qui sont examinées, entre autres au Royal Vic à Montréal, dans d'autres endroits. Donc, on est très conscient là, du défi, puis on en discute, puis on s'en occupe actuellement. Maintenant, mes remerciements du jour, c'est pour le personnel qui fait l'entretien ménager puis qui désinfecte les établissements partout. Évidemment, à commencer par le réseau de la santé, mais partout au Québec. Votre tâche, là, est plus importante que jamais. Donc, merci beaucoup à tout le personnel d'entretien ménager. Donc, je conclue en vous disant, on a actuellement une espèce d'armée de 8,5 millions de personnes pour combattre le virus. Et ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. Puis on va en parler longtemps. Hein? Nos petits-enfants, dans 20 ans, dans 50 ans, vont se rappeler comment le peuple québécois a réussi, ensemble, à gagner la bataille. Donc, c'est une grosse bataille qu'on mène, là, puis on va être fiers de l'avoir gagnée, puis moi, je suis convaincu qu'on va la gagner. Mais comme je le dis à chaque jour, l'important, c'est de tout faire pour limiter les contacts physiques, limiter la contagion, limiter la perte de vie, et on est capable de la gagner, on va la gagner ensemble, cette bataille, cette guerre, mais j'ai besoin de vous, je compte sur vous. Merci. Voulez-vous dire quelques mots en anglais ou on prend... Oui. So, Quebec is... Alors, le premier ministre qui répète en anglais un peu ce message qu'il lance aujourd'hui, l'appel à la solidarité, bien sûr, mais en soulignant au départ que le bilan s'est alourdi au cours des dernières heures. On a 2 décès de plus, malheureusement, 6 maintenant pour la province, 1339 cas qui sont confirmés. C'est 326 de plus qu'hier. Il faut dire qu'on a fait davantage de tests. On est rendu à plus de 30 000 ou autour de 30 000 tests qui ont été effectués. Il y a 26 600 qui sont avérés négatifs, mais 3 000 qui sont toujours en attente. Il y a 78 personnes hospitalisées, c'est 11 de plus qu'hier. Et malheureusement, il y en a 4 de plus également aux soins intensifs pour un total de 35. Monsieur Legault qui rappelle cette importance, bien sûr, de respecter toutes les règles. Et le message qu'il envoie aux snowbirds est un peu celui qu'a envoyé un peu plus tôt la ministre fédérale de la Santé, l'obligation pour tous ceux qui rentrent au pays, les voyageurs qui reviennent chez nous, qui rentrent chez nous, de s'isoler pour
14 jours. Il faut éviter la propagation, d'autant plus qu'on a des foyers maintenant qui sont plus nombreux dans les centres d'hébergement. On l'a vu à Montréal, on l'a vu également dans la Naudière et en Estrie. On va aux questions. Le premier ministre, donc vous parlez de résultats encourageants, mais c'est quand même la 3e journée d'affilée où on constate un nombre de cas qui est en hausse de manière importante, plus 326. Hier, c'était 385 de plus. Il y a beaucoup de gens qui s'étonnent de voir que le Québec est l'endroit au Canada où il y a le plus de cas. En Ontario, ils sont 14 millions, ils ont l'aéroport le plus important au pays, ils font plus de tests et pourtant il y a moins de cas. Donc, je comprends que la semaine de relâche ici a peut-être moins bien tombé qu'en Ontario, mais est-ce que c'est le seul facteur? Est-ce que c'est pas inquiétant, surtout dans la mesure où on se targuait jusqu'ici d'être à l'avant-garde de ce qui se faisait dans les autres provinces? Bon. Là, vous voyez, là, à 26 600 cas négatifs, là, on passe devant la moyenne canadienne per capita. Donc, c'est une grosse augmentation du nombre de tests, de résultats de tests aujourd'hui, puis une augmentation de 326. Donc, toute proportion gardée, là, c'est un ratio qui est encourageant. Par contre, si on regarde au total, bien là, on revient sur les implications. Encore aujourd'hui, à peu près au moins 60 des cas, ce sont des cas de gens qui ont voyagé. On a beaucoup de gens qui ont voyagé à peu près au pire moment durant le congé scolaire, donc il faut en tenir compte. Mais ce qui est intéressant, là, c'est de regarder la progression. Puis aujourd'hui, compte tenu du nombre de nouvelles analyses, c'est encourageant. Il faut dire aussi que le choix qui a été fait, qui était le bon choix par le docteur Arruda, c'est qu'on a commencé à tester les personnes qui étaient et avec des symptômes et qui avaient voyagé. Donc, évidemment, là, on a mis comme toutes les chances de notre côté de trouver des cas positifs. On n'a pas juste testé ceux qui ont des symptômes, on a testé d'abord ceux qui avaient voyagé et avaient des symptômes. Là, on est rendu à la deuxième étape. Et puis, on teste des gens qui ont juste des symptômes. Et donc là, nos résultats, quand on regarde les nouveaux résultats, sont dans la moyenne de ce qu'on voit dans d'autres provinces ou dans d'autres États. Je ne sais pas, monsieur le docteur Oui, c'est ça. En fin de compte, vous savez, c'est très difficile de comparer ce qui se passe à un endroit à un autre. C'est en fonction aussi des types de vols qui sont faits. La Colombie-Britannique, c'est la Chine. Nous, on a eu la France, l'Italie. Il y a eu la semaine de relâche. Puis, on a encore, pour l'ensemble du Québec, dans ce qu'on appelle une majorité de cas sont associés à des voyages. D'où l'importance du message qu'a dit le ministre Legault en lien avec les personnes qui vont rentrer. Ces personnes-là, là, ils sont à l'extérieur pendant une période où il y a encore plus de cas qu'au moment où on avait la semaine de relâche, parce qu'il y en a plus en France, il y en a plus ailleurs, il y en a plus aux États-Unis. Donc, c'est encore très important de le faire. Une chose que je voudrais mentionner ici aussi, c'est que en même temps qu'on a mis des mesures de distanciation sociale, qu'on est en pause actuellement, là, ce qui va permettre aux gens de diminuer la transmission locale qui commence à s'installer dans certaines régions un peu plus que d'autres, il y a des gens qui vont vous téléphoner, qui vont faire des enquêtes épidémiologiques, là. On ne cherche pas des coupables, on ne cherche pas à taper ses doigts aux gens qui ne sont pas isolés, on cherche à faire ce qu'on appelle une recherche de cas et de contacts pour aider à diagnostiquer les maladies plus tôt, puis si vous avez besoin de traitement, le faire, mais surtout donner au conseil à ceux qui auraient pu être exposés, qui n'aient pas contaminé d'autres personnes. Donc, si vous recevez un appel de votre direction de santé publique, d'une infirmière, d'un médecin ou d'un autre collaborateur, il faut collaborer. De la même façon que si vous allez en clinique, il faut le dire si vous avez voyagé. Il faut le dire que peut-être vous avez été en contact avec quelqu'un qui est positif. Ne cachez pas ça, parce qu'en le cachant, vous empêchez le médecin de se protéger puis nos anges gardiens de se protéger. En ne collaborant pas avec la santé publique, vous empêchez qu'on fasse une enquête pour aider les gens à savoir s'ils ont été exposés. Donc, c'est encore majeur. On a augmenté de façon très significative la capacité des enquêtes en santé publique, mais il faut que vous nous aidiez, puis il faut que vous respectiez les consignes. Les gens âgés qui sortent par la porte d'en arrière pour aller sortir non accompagnés se mettent en danger et mettent en danger leurs propres amis à l'intérieur du centre. On ne fait pas ça pour le plaisir. Je vous le dis, pour certains, c'est une question de vie ou de mort et vous pouvez être dans la séquence où quelqu'un
au bout de la ligne, va mourir parce que vous n'aurez pas respecté ces consignes. Je sais que la majorité des Québécois le comprennent, la majorité des Québécois le font, mais il ne faut pas laisser les petites poches de gens qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas, on veut les convaincre, puis à un moment donné, s'il faut, on n'est pas rendu là, mais de grâce, faites ce qu'on vous a prescrit. C'est comme un traitement pour la communauté, pour diminuer l'impact et diminuer le nombre de morts. M. Lavallée? Oui, on a vu au cours des dernières heures, le gouverneur de l'État de New York annoncer qu'il y avait plus de 30 000 cas à l'intérieur de personnes infectées dans son État. Le nombre double tous les 2 ou 3 jours. On comprend que la frontière est fermée aux visiteurs, mais est-ce que c'est pas inquiétant dans la mesure où c'est un des plus proches voisins du Québec? Il y a des camionneurs qui passent par là, beaucoup de Québécois qui vont revenir du sud des États-Unis, qui vont transiter par l'État de New York. Est-ce qu'il y a des mesures additionnelles à prendre de votre part ou de la part du gouvernement fédéral? Oui. Bon, d'abord, quand on regarde les résultats pour l'État de New York, il faut tenir compte aussi que c'est un État qui teste beaucoup plus que la moyenne des États aux États-Unis. Donc, on peut se demander si on avait testé autant dans les autres États qu'on a testé dans New York, est-ce qu'on aurait la situation qui serait la même, finalement, dans plusieurs États aux États-Unis. Donc, il faut être prudent. Je reviens sur l'État de la Floride, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de Québécois qui reviennent. C'est pour ça que c'est très, très important. Tous les Québécois qui reviennent au Québec, des États-Unis, peu importe où, il faut s'isoler, il faut rester à la maison, il ne faut pas sortir pendant 2 semaines, parce qu'il y a quand même une étendue qui est assez grande aux États-Unis. C'est sûr que dans l'ensemble des États-Unis, on a beaucoup moins testé, toute proportion gardée, qu'ici au Québec. Donc, on ne sait pas vraiment quel est l'état de la situation dans tous les États aux États-Unis. Donc, soyons prudents avec les gens qui arrivent des États-Unis en particulier. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, M. Legault, Mme McCann, M. Arruda. Je m'adresse à l'humain derrière le premier ministre. Vous êtes, avant d'être premier ministre du Québec, vous êtes d'abord et avant tout un fils, vous êtes un mari, vous êtes un père de famille. Comment vous traversez personnellement cette situation-là? Est-ce que vous avez le support nécessaire moralement, etc.? Est-ce que vous vous sentez suffisamment fort pour continuer à être sur la ligne de front comme vous le faites depuis maintenant presque 3 semaines? Oui. Bien, écoutez, la vie continue. D'ailleurs, j'en profite, M. Lacroix, je sais que vous êtes encore une fois grand-papa, puis que votre petit Miro va bien, va mieux. La vie continue. Vous savez, il y a des bonnes nouvelles. J'en ai eu, moi aussi, des nouvelles de naissance dans ma famille. Il faut essayer de voir après la crise, là. Et puis, c'est ça, notre défi, c'est de dire, on racontera ça un peu comme une grosse anecdote qui est arrivée pendant une période de notre vie, mais on est capable de passer au travers. Moi, je me sens bien. C'est sûr que je vois pas mes 2 fils là, qui sont à Montréal, mais je me sens bien. Je vous dis tout de suite, je vais prendre une journée de congé samedi. Ça va probablement être Geneviève qui va être ici. Donc, je fais attention à moi et je fais attention aussi aux gens qui sont autour de nous. Mais il faut, bien sûr, prendre ça au sérieux. C'est grave ce qui se passe, mais on va passer au travers. C'est une période difficile, c'est temporaire. Donc, il faut le regarder comme ça. Puis, comme premier ministre du Québec, moi, je suis fier de ce qui se passe au Québec. Je suis fier, je le disais au début, de la réaction des Québécois. Les Québécois qui suivent les consignes, les Québécois qui s'aident, là. Puis, on va arriver avec... parce qu'il y en a plein qui nous appellent puis disent où je peux aller aider. Donc, on va les aider à avoir l'adresse des organismes qui ont besoin d'aide. Donc, c'est beau de voir ça. Même si c'est dur, c'est beau de voir la réaction humaine des Québécois. Deuxième question, M. Legault. La Ville de Québec, hier, a annoncé que, jusqu'à maintenant, ils ont mis à pied 2000 personnes qui travaillent pour la Ville, des employés. Vous avez pris la décision, vous, dès le début de cette crise-là, de maintenir, de donner le salaire des gens, finalement, de ne pas faire de congédiement. Même s'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, qui sont à la maison, ne peuvent pas faire de télétravail, vous avez décidé de maintenir le lien d'emploi et donc de les payer. Est-ce que, d'abord, comment vous accueillez la décision de la Ville de Québec et est-ce que vous songez à mettre des gens à pied au gouvernement? OK.
non, on n'a pas d'intention de mettre qui que ce soit à pied. Il faut comprendre que pour ce qui est de la Ville de Québec, ce ne sont pas des employés permanents, c'est des employés qui étaient temporaires, ou je ne sais pas c'est quoi le mot exactement, là, mais en tout cas, qui n'étaient pas des employés permanents. Donc, il faut quand même distinguer. Mais pour ce qui est de nous, la seule affaire que je pourrais dire, c'est les gens qui sont payés par le gouvernement d'un réseau ou ailleurs, qui ont du temps, s'il vous plaît, allez aider. Là. C'est le temps de s'aider, c'est pas le temps de couper. Alain Laforêt, TVA. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous nous avez habitués à beaucoup de transparence. Vous avez passé un message tout à l'heure au réseau de la santé. Vous êtes au courant des notes qui circulent dans le réseau de la santé? Peut-être pas, ou votre ministre est au courant. Je vais vous en lire une qui a été envoyée au réseau de la santé en Estrie, où on dit « Devant la pénurie d'équipements de protection individuelle, nous devons rationaliser leur utilisation à travers nos établissements. » La FIC, ce matin, a dit qu'elle vous croyait qu'il y a de l'équipement, mais a dit aux gestionnaires, s'il vous plaît, aidez-nous à avoir lorsqu'on en a besoin. Bon, je vais laisser Daniel compléter, là, mais pour moi, la commande est claire, là, puis je le répète régulièrement à mes réunions avec les gens de la santé. Il n'est pas question de mettre à risque qui que ce soit. Il n'est pas question de négliger des équipements dans le réseau de la santé. Maintenant, j'avoue, je l'ai dit tantôt, on a eu des petits problèmes de distribution. Il ne nous manque pas d'équipements de protection au total au Québec, mais il y a eu des problèmes de distribution. Il y a peut-être eu des petits problèmes de directive. Mais moi, je vais être très clair, là. On doit mettre tout le matériel qui est nécessaire en tout temps, partout dans le réseau de la santé. Oui, effectivement. Et moi, j'en fais ma priorité. C'est ma grande priorité. Et on veut savoir, comme ça nous a été dit hier, là, quelques endroits où il y avait des problèmes. On y a vu, on va corriger, on corrige la situation, puis on veut le savoir et on va s'organiser pour le savoir aussi. J'ai demandé d'ailleurs à mon chef de cabinet de contacter tous les syndicats qui sont au courant. Par exemple, la présidente de la FIC là, pour les infirmières, infirmiers et les inhalothérapeutes, pour avoir de l'information, là, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. J'ai demandé au sous-ministre de demander au PDG d'avoir une rencontre téléphonique tous les jours avec leurs syndicats. On veut savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Ce qu'on dit, nous, on va corriger la situation aussitôt qu'on le sait, parce qu'effectivement, comme dit M. le Premier ministre, c'est un problème de distribution. On a la capacité. Toutefois, c'est sûr que ce qu'on fait actuellement est différent de ce qu'on faisait avant. De la façon dont on gère les masques, les gens ont été habitués à avoir les masques à portée de main, mais on a eu des vols à certains endroits. On est obligé de les mettre sous clé. Mais ça ne veut pas dire là, qu'ils ne sont pas là pour le personnel. Alors, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les infirmières et tout le personnel doivent avoir le matériel nécessaire et c'est ce qu'on fait actuellement. Puis on va avoir les canaux de communication. On veut savoir ce qui se passe sur le terrain et on va y remédier. Une autre grande préoccupation de la FIC, Madame la ministre, c'est les vêtements. Il y a encore du personnel de la santé qui sort à l'extérieur et qui ramène des vêtements des hôpitaux chez eux pour le laver. Dans une période de pandémie, est-ce que c'est normal? Non. Et on va y voir. Il faudrait qu'on s'organise dans les établissements pour assurer les services de nettoyage. Moi, j'ai été dans le réseau, vous le savez, pendant plusieurs années. Et c'est une situation que je ne trouve pas normale, même en temps normal. Et on va y voir et on va s'organiser pour que les uniformes soient lavés à l'intérieur des établissements. Charles Le Cavalier, Le Journal de Québec. Oui, bonjour. Docteur Arruda, est-ce que c'est possible de savoir dans quelle région on a enregistré les nouveaux décès? Et est-ce que c'est possible d'avoir justement est-ce que le profil des hospitalisations a changé? Est-ce que c'est possible d'avoir les tranches d'âge? Bon, premièrement, vous comprendrez que quand on nomme 2 cas puis qu'on parle de région, là, ça devient possible d'identifier, particulièrement quand ça se passe dans des petites régions. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ces 2 personnes, elles ne sont pas en région métropolitaine, disons, là, si je pourrais dire ça. Et il y a encore au moins une personne sur les 2 qui était associée à un voyage. Pour la raison pour laquelle je dis ça, là, c'est pour pas que les gens pensent qu'il y a une transmission communautaire. Il commence à y avoir de la transmission communautaire, on vous le dit. Là. Le profil de certains territoires
où, à mesure qu'on va avancer, à mesure que, je vous dirais, les personnes qui viennent de voyage vont véritablement faire l'isolement obligatoire, ces cas-là ne deviendront plus des générateurs de cas au Québec, puis on va avoir une proportion plutôt de gens qui l'ont attrapé ici, etc. Mais donc, on n'en est pas là partout au Québec. On se préoccupe de ça comme tel. Mais c'est pour ça, encore, je reviens sur... Puis je suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas considérer que les gens qui n'ont pas fait de voyage ne sont pas à risque. Il y a des territoires, on a des histoires, on n'arrive pas pour trouver le voyage, d'où l'importance de collaborer avec la santé publique comme tel. Les frontières sont fermées. Il y a quand même des gens qui reviennent des États-Unis. Il faut regarder ça. Puis il faut enquêter tous les cas et les contacts. Donc, puis ces deux personnes-là sont des personnes qui ont un âge avancé. Il faut comprendre, on l'a toujours dit, on va avoir dans les proportions de tests des gens de 50 ans, de 35, 50 ans, parce qu'on les teste. Ces gens-là, heureusement, ne se retrouvent pas nécessairement à l'hôpital, sont isolés à la maison, ils vont faire un rhume, une grippe, puis tout va rentrer dans l'ordre. C'est encore les personnes âgées avec des maladies chroniques qui vont être les plus touchées. On n'a jamais exclu qu'un jeune pourrait avoir un problème respiratoire pulmonaire. C'est comme un peu le SRAS, c'est arrivé, mais ça ne sera pas au même taux que chez les personnes âgées. On va suivre la situation de très, très près. Et donc, il faut se considérer à risque de le faire, surtout à risque de le faire puis de le transmettre à quelqu'un d'autre. Dans les faits, protégeons-nous tous, OK? Parce que même si l'enfant, par exemple, n'aura pas de syndrome important, il va peut-être infecter sa grand-mère ou quelqu'un dans sa famille qui a un cancer. Fait que, dans les faits, là, même si on n'est pas à risque, faisons-le pour les autres. Et c'est ça qui va briser la chaîne de transmission et qui va réduire les cas qu'on va avoir chez les personnes âgées. Depuis hier, on est passé d'à peu près de 12 000 à 26 000 cas négatifs. Là, j'imagine que c'est parce qu'il y a un paquet de résultats qui sont rentrés. C'est pas parce qu'il y a eu 15 000 tests. Je vais vous expliquer ça, là, parce que c'est pour ça qu'on veut éviter les comparaisons avec les autres provinces. C'est que, dans les faits, là, on est passé d'un laboratoire qui testait seulement, puis avec un test de qualité qu'on faisait valider par Winnipeg. À un moment donné, on a dit Winnipeg, c'est plus nécessaire, le test du Québec est assez bon. Ça, c'est en pratique courante, on appelle ça de la qualité, contrôle de qualité des laboratoires. Un test comme ça, quand on le décentralise vers des régions, quand on crée 38 centres où on peut faire le test, il y a une période de validation qui est nécessaire. Et là, on appelait des cas probables, ce qui était probablement des cas réels, parce que nos laboratoires ont été performants. Et là, à un moment donné, compte tenu des informations qu'on avait sur l'ensemble du laboratoire, même si tout le processus n'était pas fini, on a décidé de dire que maintenant, c'était probable. Et donc, quelque part aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu, je l'avais dit, testons, augmentons les tests. Puis là, les gens sont mis à tester en quantité importante. Et la statistique, qui est très importante pour moi, parce que moi, ça me donne des données, était moins importante que de tester, puis s'occuper des patients. Fait que pendant cette période-là, de 3-4 jours d'adaptation, comme on a changé de système, on a obtenu. À mesure qu'on va avancer, à mesure qu'on va aussi implanter des systèmes informatiques qui sont en cours, on va avoir plus de données. Parce que là, je peux avoir des chiffres sans connaître. Là, on va connaître si c'est un homme, si c'est une femme, quel groupe d'âge, si c'est un cas de voyage, si c'est un cas tétrapé. Notre recherche épidémiologique de statistiques va s'améliorer. Donc, c'est un backlog. Et on avait l'impression qu'on testait beaucoup moins qu'ailleurs, mais dans les faits, techniquement, on testait beaucoup, mais on ne recevait pas la donnée au central. Mais vous comprendrez que c'est normal qu'on fasse ça, parce que on choisit la priorité, c'est tester. La statistique, même si le Dr. Arruda attend prêt, il attendra, parce que ce qu'il faut faire, c'est s'occuper des patients et des cas. Merci. Maintenant, Marco Bellard-Cirino, Le Devoir. Oui, Dr. Arruda, justement, là-dessus, le Québec a recensé le plus de cas au Canada. Mais on a effectué, comme vous le mentionnez, moins de tests que dans d'autres provinces. En quoi cette stratégie-là est meilleure pour la suite du combat contre la COVID-19? J'ai une chose. On a testé plus que le reste du Canada, mais il y a deux provinces qui ont testé un peu plus que nous autres. C'est la Colombie-Britannique puis l'Alberta. Mais actuellement, toute proportion gardée, on teste plus que l'Ontario, puis on a testé plus que l'ensemble du Canada. Pour lutter contre une pandémie, c'est un ensemble de stratégies. OK? Mettons que j'aurais testé, mais sans mettre de mesures pour prévenir. J'aurais tout simplement testé, puis il n'y a pas de prévention.
ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des mesures très rapides comme si tout le monde était infecté, si vous me permettez, là. Et donc, puis là, la stratégie des tests, là, il est trop tôt pour moi là, de dire exactement ce qui s'est passé sur le terrain en Ontario, puis même sur mon propre terrain. Parce que je suis convaincu qu'au moment où on dit qu'on ne teste que des voyageurs, il y a des médecins qui, par suspicion clinique, ont testé des personnes. Et quand on teste les gens où on a plus de chances d'avoir des cas positifs, c'est aussi bien que si on a une population là, de gens où il n'y a personne, disons un pays où il n'y en a pas, puis je fais des tests, je n'en trouve pas. Je peux faire des milliers de tests, je n'en trouve pas. Mais nous, si on a des tests, on va vers les endroits où il y a le plus de chances, notre test est plus efficient. Là, je n'en pas dans les méthodes d'épidémie. On appelle ça de la valeur prédictive positive. Je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est trop compliqué. Mais on a pris la stratégie qui, en fonction de notre capacité, était la plus rentable pour identifier les choses. Puis ça, là, il y a des différents... Puis pour moi, ce qui est le plus important, c'est que même si on ne testerait pas, actuellement, si on disait que les gens restent à la maison, ils ne s'infecteront pas. Ça ne saute pas d'une maison à une autre. Mais le test, il nous sert de produit diagnostic, puis je pense qu'il est trop tôt encore. On le verra dans l'évaluation, parce que ce qu'on pense que les autres font, c'est peut-être pas ce qui se passe en termes de réalité, même pour le Québec. Mais moi, je pense qu'on a fait ça avec nos experts. Merci. Monsieur le Premier ministre, aiderez-vous les Québécois qui ont perdu leur travail et qui n'auront accès à aucune aide fédérale avant quelques semaines? Vous mentionnez hier la date du 6 avril. Ça semble être encore plus long. Qu'est-ce que le Québec peut faire d'ici là? On est en train de se préparer, effectivement, à ce qu'il y ait des cas d'ici le 6 avril là, qui vont avoir besoin d'argent pour la nourriture, pour le loyer, pour les services là, essentiels qu'on a besoin de payer dans la vie. Donc, on est en train de regarder ça. Mais évidemment, le gros de l'aide devrait arriver dans la semaine du 6 avril du gouvernement fédéral. J'ai entendu tantôt M. Trudeau aussi encore bonifier l'aide individuelle qui serait donnée là, avec un montant de 2 000 $ par mois. Donc, je pense que il y a de l'aide. Puis c'est évidemment la priorité de tout le monde, autant le fédéral que nous, d'aider les individus à très court terme. Puis effectivement, dans les prochains jours, on est en train, avec Jean Boulet, de regarder ce qu'on peut faire pour aider les cas exceptionnels. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous tous, ici. À propos des 2 nouveaux décès, vous avez dit que vous ne voulez pas donc donner trop d'informations pour qu'on puisse préciser, mais il s'agit-il de personnes qui vivaient dans des résidences pour personnes âgées, puisqu'ils étaient âgés, des résidences qui sont déjà contaminées actuellement? À ma connaissance, non. Très bien. Puis vous comprendrez qu'il y a des niveaux d'information aussi qui ne doivent pas se rendre au central pour des questions de confidentialité. Mais à ma connaissance, non. Ça veut dire, et c'était des personnes âgées, que même une personne âgée qui vit chez elle, qui a des maladies chroniques, parce que ce n'est pas tous les Québécois qui sont en résidence pour personnes âgées, il y a plein de gens qui vivent dans leur maison, ça veut dire qu'eux aussi peuvent être à risque. Et vous avez évoqué tout à l'heure le cas de New York, et puis les États-Unis sont un des foyers importants actuellement aux États-Unis, donc il y a énormément de cas en augmentation. Le camionnage est un service essentiel, il y a beaucoup de gens qui traversent la frontière, qui doivent revenir. Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui sont mises en place pour les camionneurs québécois qui reviennent des États-Unis ou qui font souvent des allers-retours pour qu'on puisse s'assurer qu'ils ne propagent pas le coronavirus au Québec? Bien, François Bonnardel est en train de s'assurer qu'il y ait des endroits sécuritaires pour ceux qui ont besoin, par exemple, d'aller aux toilettes, hein, évidemment. On va comprendre que les camionneurs ont ces besoins-là aussi. Mais c'est très important, dans la balance des inconvénients, de trouver ça drôle, vous, hein? C'est très important que les livraisons de nourriture se poursuivent. Là. Donc oui, peut-être qu'on prend un peu de risque de laisser circuler les camionneurs, mais on a besoin des camions de nourriture actuellement. Hugo Pilon-Larose, La Presse. Monsieur Arruda, quelle est la meilleure donnée en ce moment qu'on devrait utiliser pour comparer le Québec avec les autres provinces? Est-ce que c'est le nombre de cas confirmés ou la méthodologie diffère trop entre les provinces? Est-ce qu'on devrait regarder, par exemple, le nombre d'hospitalisations? Si on veut se comparer, c'est quoi le point de référence? Bien, je vais vous le dire, ça va dépendre de la stratégie de test. Actuellement, là, j'ai pas assez d'informations pour vous donner une version rigoureuse de la réponse. À mesure qu'on va évoluer dans le temps, on va avoir probablement plus harmonisé nos approches. C'est sûr qu'il faut comparer avec des taux. C'est sûr qu'actuellement, il va falloir qu'on ait à peu près le même rythme de testage. Mais l'hospitalisation, les cas sévères, habituellement, c'est un bon indice de
de comparaison parce que c'est les gens qui finissent par se retrouver à l'hôpital, puis qui sont en Ontario ici, ils finiraient par se retrouver à l'hôpital. Mais on est au début quand même. Peut-être que vous trouvez ça pas assez au début, mais techniquement, on est au début parce que faut aussi comprendre que pour catégoriser et stratifier ce qu'on appelle les données, ça prend suffisamment assez de cas. Prenons un exemple. Sur un petit territoire, s'il y a un cas en Gaspésie, on augmente de façon artificielle l'impression parce que c'est une petite population, un cas, il y a de l'instabilité dans l'évaluation. Fait que je vous dirais que pour le moment, première chose, je vous dirais les sites officiels, hein, c'est la meilleure donnée parce que les gens vont voir des sites à gauche et à droite qui font leurs courbes. Là, il y a des gens très bons en Excel actuellement qui font des courbes à la maison, là, puis qui font ça, puis qui font des projections. Je pense qu'il faut aller voir les sites officiels. Puis, il faut surtout que chacun regarde sa situation. Moi, actuellement, là, j'ai été beaucoup concentré sur ce qui se passait ailleurs dans le monde, etc. Là, le virus est au Québec, puis je regarde le Québec, puis je m'organise que le diagnostic du Québec soit l'input pour le traitement que je recommande au PM. Rapidement, sous question. Monsieur Legault, Juste peut-être parce que moi aussi, là, je suis un peu maniaque des statistiques. Là, donc, j'ai demandé à mon monde d'essayer de voir dans les autres provinces jusqu'à quel point a-t-on choisi, parce que nous, jusqu'à hier matin, on testait seulement les personnes qui avaient voyagé et des symptômes. Fait que je veux voir, est-ce qu'il y a d'autres provinces qui ont pris cette approche-là? Parce que si c'est pas l'approche qu'ils ont prise, puis qu'ils ont juste testé tous les gens qui avaient des symptômes, bien, les chiffres sont pas comparables. Là. Donc, même moi, avec les ressources que je peux avoir pour avoir des statistiques, là, je suis pas capable de faire cette comparaison-là. L'objectif des mesures que vous avez annoncées jusqu'à maintenant, notamment de mettre le Québec sur pause jusqu'au 13 avril, c'était de freiner la propagation du virus. À la mi-mars, vos scénarios prévoyaient d'ailleurs un taux d'hospitalisation plus élevé qu'on a en ce moment, donc c'est positif, mais on sait qu'il n'y aura pas de vaccin quand même rendu, même au 1er mai. Est-ce qu'on est à l'abri d'une deuxième vague? Et s'il y avait une deuxième vague plus tard ce printemps, serait-on capable économiquement de reprendre des mesures aussi drastiques que vous prenez en ce moment? Bien, on va avoir une décision à prendre le 13 avril ou dans les jours précédents. Puis évidemment, on va regarder la courbe. Est-ce que on a réussi, comme on dit souvent, à aplatir la courbe? Est-ce que la croissance est moins grande? Est-ce qu'on a atteint un plateau? Ce sont les questions qu'on va se poser pour prendre la décision de la suite des choses le 14 avril. Mais s'il y a un très grand risque, ça continue d'augmenter, on va être obligé de poursuivre. Dernière question et sous-question en français. Olivier Bossé-Le Soleil. Pour les 6 décès, les 2 nouveaux décès, est-ce qu'il faut comprendre que ces gens-là meurent nécessairement isolés et surtout isolés de leur famille? Bien, on a quand même une mesure où quand on sait que la personne, que ce soit de la COVID-19 ou pour d'autres causes, est sur le point de mourir, bien, on ne va pas interdire à la famille de venir voir pour une dernière fois ses parents. On va prendre les mesures, les masques pour tout le monde, etc., etc. Mais, bon, ça dépend de chaque cas. Est-ce que c'est arrivé subitement ou c'est pas subi? Mais on reste humain, mais en même temps, je le répète, là, je sais, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent parce qu'ils veulent aller visiter leur mère ou leur père dans la résidence de personnes âgées. C'est vraiment pas une bonne idée. C'est vraiment la pire affaire qu'on souhaite. Là, on a 3 résidences de personnes âgées qui sont infectées. C'est là qui sont nos 3 plus grands risques. Et il faut arrêter ça. Il faut limiter le nombre de résidences de personnes âgées infectées. Et tantôt, dans votre texte d'entrée, vous avez parlé de, ce serait pas une possibilité, mais d'une inquiétude, ou en tout cas que la nourriture des résidences soit infectée. Pouvez-vous préciser là-dessus pour ne pas inquiéter? Oui. Bien, il faut s'assurer que la nourriture qui est reçue, ne serait-ce que les livreurs qui viennent porter la nourriture ne soient pas en contact avec les personnes à l'intérieur de la résidence, que le traitement de la nourriture nettoyée et tout ça, que ça soit bien fait. Puis le personnel aussi qui est en contact avec les personnes âgées, qui ait pris toutes les précautions. À ce que je sache, là, c'est pas parce que j'ai entendu quelque chose de négatif. Quand je parle à des propriétaires de résidences personnes âgées,
ben, ils me disent, on a 3 risques. On a la nourriture, on a notre personnel, puis on a nos résidents, résidentes quand ils sortent. Puis là, ben, c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de dire, on peut-tu limiter ce 3e risque-là? Mais il faut pas oublier les 2 premiers. Moi, j'ai l'impression que les propriétaires de résidences de personnes âgées s'en occupent bien des 2 premiers risques. Puis ça, là, qu'on a annoncé des mesures pour le 3e risque. Mais faut pas oublier, à travers les prochains jours, faut pas relaxer les mesures. Il faut les garder serrées. So we're ready to switch in English. We'll start with Ketsane, CBC. Et on est maintenant rendu au point de presse en anglais, mais on en a appris beaucoup aujourd'hui. D'abord, la hausse du nombre de cas chez nous. Alors, vous le voyez en haut de l'écran, là, 1339 cas. On en a 326 de plus qu'hier, mais au total, c'est plus de 30 000 ou près de 30 000 personnes qui ont subi le test à la COVID-19 depuis le début de son instauration. Il y a 78 cas d'hospitalisation, 11 de plus qu'hier, et 4 se retrouvent de plus en soins intensifs pour un total de 35. Les 2 décès que l'on déplore de plus au cours des dernières 24 heures sont 2 personnes âgées. Monsieur Arruda, le docteur Arruda, ne pouvait pas confirmer si ces gens résidaient ou pas dans des résidences pour personnes âgées, mais disait à sa connaissance, ils n'habitaient pas en résidence. Une des 2 personnes arrivait de voyage, donc on parle aussi de cette contagion communautaire qu'on appelle. Alors, évidemment, c'est 60% des gens qui reviennent de voyage, mais il y a 40% de cas qui se transmettent maintenant dans la communauté. Paul Larocque, Emmanuel Latraverse et Diane Amar sont avec moi. Si on fait un bilan de ce qu'on vient d'entendre, il y a toujours cet appel, bien sûr, à la prudence, toujours, évidemment, se protéger. Et pour reprendre les propos du premier ministre, en se protégeant, on protège tous les autres également aussi. C'est qu'on constate que plus on va faire de tests, plus on aura encore de cas. Et avec ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs au Canada, on n'a pas encore atteint le sommet, là. Ça ne fait que commencer, sans doute, Pierre, là, cette explosion de cas au Québec. Mais une phrase qui a retenu mon attention du premier ministre, c'est la bataille de notre vie qui est en cours à l'heure actuelle. Et je pense que c'est clair, et tout le monde le réalise à la maison, qu'on est maintenant au cœur de la tempête en ce moment. Il ne faut pas s'étonner de l'augmentation du nombre de cas. On note aussi qu'on est très conscient au gouvernement qu'il y avait des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement allant jusqu'aux hôpitaux pour protéger le personnel de la santé. Il y avait vraiment des défaillance. En ce moment, on en parle depuis quelques jours déjà. C'est reconnu par Québec. Et là, on dit s'assurer qu'on va mettre tout en œuvre pour corriger la situation. Emmanuel, bien sûr, on rappelle à tous ceux qui entrent au pays, c'est maintenant, et le gouvernement fédéral l'établit également en vertu de la loi de la mise en quarantaine, cette obligation de rester à la maison. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'ici, cet isolement de 14 jours des voyageurs était un isolement volontaire, que Québec avait commencé par mettre en œuvre, puis le gouvernement fédéral. Mais face aux voyageurs qui ne respectent pas ces règles-là, surtout avec l'arrivée massive des snowbirds, maintenant, on invoque la loi sur la quarantaine, ce qui va permettre d'arrêter des gens sans mandat s'ils ne respectent pas ce devoir de s'isoler. Et c'est revenu encore, Diane, au cours de ce point de presse, sur la sécurité également du personnel médical. Il y en a beaucoup qui sont encore très inquiets, là. Oui, la sécurité du personnel médical. On travaille beaucoup pour les hôpitaux, puis c'est la priorité. Mais il y a aussi tous ceux qui continuent de se déployer en communauté. Il va falloir aussi leur permettre d'avoir accès à des équipements. Et les résidences de personnes âgées, limiter les sorties. Vraiment, il faut vraiment intervenir à ce niveau-là. Je pense que ce sont vraiment des foyers les plus significatifs. Merci beaucoup. Alors, Paul Larocque, vous allez garder l'antenne au cours de l'après-midi, bien sûr, sur LCN, et vous reviendrez sur ce point de presse de Justin Trudeau. On est rendu à quoi? 107 milliards maintenant pour venir en aide aux entreprises et aux travailleurs québécois. Bon après-midi tout le monde.